Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire du Comité olympique sur le sport et le climat. On a attendu un peu, vous nous excusez pour le retard de 8 minutes, hein. On attend encore le public arrive, hein. Je vois qu'on a tous les intervenants. Il manque un seul intervenant je pense, qui va pas tarder aussi. Euh, Nous sommes une trentaine, peut-être ça va continuer par la suite. J'accueille alors le table d'intervenants. On est ravis d'accueillir une très belle table avec des intervenants experts, des témoignages de sportifs aujourd'hui pour webinaire de fin d'année qui nous permettra peut-être de déclencher d'autres webinaires pour 2024. Avant de présenter les intervenants pour cette webinaire qui va durer 1h30, je voulais un peu vous donner quelques éléments sur la volonté du Comité olympique d'organiser cette réunion. On est tous conscients, en fait, on sort de la période de la COP 28 hein, qui vient de terminer avec des engagements, on espère, forts, hein, malgré les difficultés rencontrées. On a des objectifs à atteindre pour les JO, les Jeux olympiques, pour diminuer notre impact carbone. Et de l'autre côté, on a une politique locale au niveau des territoires. Nous sommes un comité olympique qui va promouvoir les sports dans les départements et on essaye vraiment d'avoir une logique d'héritage post-JO. C'est pour ça aujourd'hui, on a pris cette initiative de réunir les acteurs du territoire, que ce soit les dirigeants sportifs, de bénévoles, des éducateurs sportifs, que ce soit en fait les territoires avec les directeurs des sports, des chercheurs, des experts. Nous sommes nombreux de sportifs qui vont témoigner aujourd'hui, les organisateurs sportifs qui vont nous donner leur expérience un retour d'expérience et surtout trouver des résolutions pour réagir vite. Et puis malgré la difficulté rencontrée, là je l'exprime, on a de très belles orientations au niveau national, au niveau international, mais comment ça se passe au niveau du terrain? Comment ça se passe au niveau du terrain? Comment ça se passe au sein du club? Comment le sportif et l'organisateur sportif vit l'expérience de terrain? Comment il va réussir à mettre en place des actions? Et quel est l'avenir du sport de demain, post-JO? Quel héritage pour le post-JO également? C'est des questions en fait qu'on va poser à nos intervenants. Et surtout, quel impact environnemental, quel est l'impact du règlement climatique à l'organisation du sport et, et à la santé du sportif. J'accueille alors le panel d'intervenants. Donc, je commence par Xavier Thévenard, qu'on a une chance de l'avoir parmi nous, l'ambassadeur Maïf. Bonjour Xavier. Bonjour, Merci d'être avec nous, on est ravis de vous merci à vous. avoir parmi nous. Je vais représenter très rapidement le déroulement et les intervenants qui vont être parmi nous, comme par la suite, après Xavier, on va accueillir un binôme beau-fils Marc et Mathias de l'ADEME pour la politique vélo. Et en même temps, Mathias, il va se présenter par la suite lui-même, c'est un chercheur, donc il nous permettra de poser quelques questions un peu plus côté scientifique, qui n'est pas notre domaine de compétence. Et Pierre, lui, manœuvrier de la Fédération française de cyclisme, chargé des vélos, il va compléter avec l'orientation politique vélo au niveau fédéral, mais au niveau du club. Par la suite, on aura Stéphane Schubert, et j'espère qu'il est connecté hein, pour l'organisation terrain, l'organisateur de la route de Quatre Châteaux. J'espère qu'à ce moment-là, on aura d'autres témoignages terrain de la part des collectivités. Je pense que parmi nous, on a Alain Peloz, le directeur de sport, qui doit être connecté aussi des Bayinoisie.
des Sibanos, mais on a d'autres acteurs qui vont être aussi parmi nous. Et par la suite, j'excuse Audrey, la chef du développement durable du Comité national qui était engagée cet après-midi, ne pouvait pas être parmi nous, mais elle nous a communiqué quelques planches que j'aimerais bien présenter parce que c'est surtout l'outillage, en fait, la mallette du dirigeant qui est important pour mettre en place des actions et j'aurai le plaisir de réunir le deux pôles, sport santé et développement durable du comité olympique, mes deux collègues, Hippolyte Perdrizet qui va vous présenter par la suite la politique du comité olympique et Michael Lecanu qui est notre éducateur à APA en charge de la politique sport santé du comité avec sa collègue et qui va nous présenter le déploiement politique sport-santé dans le département du 78. Voilà pour le moment. On va donner la parole aux intervenants. 5 minutes, 10 minutes d'intervention. Je demanderai en fait de fermer vos micros et puis par la suite, après chaque intervention, je vous donnerai la parole. Alexis, parmi nous, il va nous donner à Valérie, il va faire un peu la coordination sur la partie questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et après chaque intervention, je vous donnerai la parole. Et ben voilà. Je passe alors, je vais donner la parole à Xavier Thévenard, sportif de haut niveau, ambassadeur Maïf, qui j'imagine est connecté. Et il ne vient pas de l'Île-de-France, bien sûr, il est connecté de loin. Un peu les avantages des webinaires. Xavier, je pense que c'est toujours intéressant de voir la présentation de chaque intervenant, même si vous êtes connu, même si on connaît que vous êtes un sportif de haut niveau sur le ultra trail, et on aimerait bien connaître un peu votre engagement aussi sur la partie ambassadeur Maïf Sport Planète, pourquoi et surtout votre tour d'expérience. Voilà Xavier, je vous donne la parole. Ouais, Xavier Thévenard, donc j'ai 35 ans, j'habite dans le Jura, là je suis actuellement dans le Jura. Et puis donc je fais du trail depuis à haut niveau, on va dire depuis une dizaine d'années. Ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai des soucis de santé, mais ça va se résoudre. Voilà, après, dans les courses un peu les plus reconnues en trail, c'est surtout l'Ultra Trail du Mont Blanc qui fait 170 km, c'est un peu la course phare. Donc celle-là, je me suis pas trop mal débrouillé, j'ai eu quelques résultats, je l'ai remporté 3 fois en 2013, en 2015 et en 2018. Et puis sinon, voilà, j'essaye de mettre du sens dans ma pratique. C'est pour ça aussi que je suis ambassadeur Sport Planète avec Maïf, puisque voilà, j'ai quand même des convictions qui me tiennent à cœur, des convictions écologiques que j'essaye de tenir. Alors, quand on fait du haut niveau, c'est jamais simple, on est tous plein de contradictions, non. Mais essayer de diminuer mon empreinte carbone. Donc déjà depuis quelques années maintenant, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion parce que je voyais que ça avait un impact bien trop important et je me sentais plus à l'aise avec ça parce que moi, ce que j'aime dans le trail, en fait, c'est d'associer l'effort physique avec la contemplation des beaux paysages. C'est cette symbiose qui est quand même assez incroyable. Et puis participer en fait un peu à la détérioration d'un environnement qui me procure du bonheur, ça faisait plus sens. Donc je voulais diminuer mon empreinte carbone. Alors après, on n'est jamais parfait, hein, je veux dire, j'essaie de respecter au mieux les accords de Paris, alors j'y suis loin encore, mais au mieux. Et puis après, je remets les choses dans leur contexte, hein, aussi l'ultra trail, c'est pas une discipline comme les autres disciplines. Je veux dire, c'est pas très structuré. Il y a un circuit international, mais pour jouer le classement, il faut faire des courses presque tous les mois. Puis en ultra, on peut pas faire des courses chaque mois parce que c'est trop sollicitant pour l'organisme. Il faut avoir des temps de récupération derrière. Donc si on fait 2, 3 ultras dans une année, c'est vraiment le maximum. Et c'est pour ça que ces circuits en fait un peu structurés qu'on essaye de mettre en place, il n'y a jamais tout le monde en même temps. Il y a quelques classiques dont l'Ultra Trail du Mont Blanc, comme la Diagonale des Fous aussi, ou une course aux États-Unis qui sont assez référencées. Et puis tout le monde essaye d'aller un peu sur ces courses-là. Mais voilà, c'est pas olympique, il n'y a pas un circuit à proprement dit. Donc on n'a pas vraiment d'obligation. On fait un peu comme on le souhaite. On décide de notre programme et
puis après, voilà, on montre aux partenaires. Et puis à partir du moment donné où les partenaires voient qu'il y a un peu des courses aux alentours de Chamonix, là où il y a vraiment beaucoup de monde, ils sont généralement contents. Donc moi, j'ai cette chance-là d'être à 2 heures de la maison de la plus grande course au monde en ultra. Si j'y vais, les partenaires sont contents. En plus, moi, c'est une course qui me fait rêver à chaque fois. Et puis en plus de ça, j'ai pas besoin de prendre l'avion. Donc voilà, c'est facile pour moi d'avoir pris cette décision-là. Et je pense que pour beaucoup de sportifs, c'est très compliqué puisque Oui. voilà, il y a des engagements, etc. Donc ça, c'est des convictions. C'est personnel, quoi. Voilà. Donc ça fait depuis quelques années maintenant que je ne prends plus l'avion. Et vous êtes, est-ce qu'il y a une considération dans le milieu d'ultra trail quand un sportif en fait il décide de prendre l'avion, est-ce qu'il est mal vu aujourd'hui? Alors, ça dépend. On voit un peu de tout. Il y en a des gens qui sont très convaincus, d'autres qu'il faut changer les façons de faire, d'autres pas trop. Et puis, c'est sûr que quand on en parle dans le milieu, quand on voit certains prennent l'avion presque chaque semaine, peut-être pas, j'exagère, mais prennent vraiment beaucoup l'avion pour aller à droite à gauche, faire des camps d'entraînement, aller à droite à gauche. Et du coup, ça, c'est pas super bien vu, effectivement. Mais après, comme c'est des microcosmes. Et je veux dire, moi, je suis avec je parle souvent avec les gens on a les mêmes valeurs, donc on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur. Et puis, il faudrait peut-être aller un peu voir un peu comment est leur manière de penser aux gens qui prennent trop souvent l'avion. Mais après, on essaye d'instaurer quelque chose en trail, c'est que voilà, chaque année, il y a ce petit rituel où généralement on met notre bilan de fin d'année avec le nombre de kilomètres qu'on a parcouru en montagne, le nombre de dénivelés, etc., le nombre d'heures passées à l'entraînement. Et puis depuis quelques années maintenant, on a dit ce qu'on aime pour essayer de faire et puis d'essayer de créer un engouement, c'est de mettre notre bilan carbone sur l'année. Et pas pour dire lui il fait mal, lui il fait bien, c'est juste dire voilà, mon bilan carbone il est de temps. Pour respecter les accords de Paris, il faudrait être à temps. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il faudrait être à temps. Donc. Et ensuite, voilà, quels sont les axes de progression? Vraiment être transparent, parce que généralement, les sportifs, ils ont un peu du mal à s'engager sur ces causes-là parce qu'ils ne se sentent pas bien avec ça, parce que ils ont un bilan carbone qui est généralement catastrophique. Et nous, entre elles, c'est pareil, hein, il y a des gens qui prennent bien trop souvent l'avion, mais de dire, voilà, quand on est transparent et puis qu'on a compris les problématiques, on ne peut pas se faire critiquer. Et puis, si on attend d'être irréprochable pour parler de ces sujets-là, dans ce cas-là, personne ne parle de ces sujets-là parce que personne n'est irréprochable aujourd'hui. Donc, c'est juste essayer de montrer quels sont les axes de progression pour diminuer l'empreinte carbone. Et ça se met en place tout doucement en mettant nos bilans carbone. On essaie de créer une émulation autour de ça. Et puis voilà, mais vraiment dans un but de progresser, une démarche pédagogique et de sensibilisation et pas du tout de moralisateur ou jugeant, quoi. C'est vraiment ça qu'on veut mettre à C'est un côté, peu quoi. C'est pas... l'esprit qu'on essaye en fait aussi de transmettre à nos clubs qui aujourd'hui souvent ils ont le discours, je n'ai pas trop de moyens, c'est plus ma priorité, c'est pas que c'est pas ma priorité, mais j'ai pas les moyens pour mettre en place une action. Comment aujourd'hui on peut démocratiser un discours qui est relativement un peu complexe pour le petit organisateur qui va faire ou le sportif hein, qui va pratiquer au quotidien. Mais pourtant, Xavier, il y a, on vit aujourd'hui le changement. Est-ce que vous, en tant que sportif, en tant que sur le terrain, vous avez vécu des périodes de vagues de salaire, de pics de pollution qui ont impacté en fait votre entraînement au quotidien? Est-ce que dans le futur, ça risque d'arriver plus souvent? Et peu importe où on habite, il y a un impact dans son ensemble. Bien sûr, hein, je pense que tout sportif qu'on est, on a été une fois, on a dû revoir nos entraînements par rapport aux effets du climat. Donc, moi, j'habite dans le Jura, j'essaie de faire du sport du proximité, m'entraîner autour de la maison. Et puis, dans le Jura, c'est réputé pour être assez frais. C'est un des coins de France où on a le plus de précipitations. On voit bien, l'année dernière, on a eu une énorme sécheresse. Et puis, on a une grande partie forestière dans le Jura, des zones boisées énormes. Et c'est réputé pour être vraiment frais, humide. Et l'année dernière, on a eu des feux de forêt dans le Jura. C'est la première fois que ça arrive.
Donc, ben ça, on s'y attendait pas. Jamais on n'aurait pensé un jour qu'il y aurait pu avoir des feux de C'est forêt dans le ça. Jura. Les pompiers sont pas prêts. Donc là, ben, ouais, ça remet tout est remis en cause. Et puis, ben, s'entraîner quand il y a de la cendre qui tombe sur la tête parce qu'il y a un feu de forêt à 15 km, bah, c'est vraiment, ouais, c'est triste. Et puis, c'est la réalité. Puis, bah, les fortes chaleurs, on est souvent exposé aussi quand on est en fond de falaise dans les Alpes. On a aussi un témoin direct qui sont les glaciers, hein. On voit la fonte des glaciers d'une année sur l'autre et c'est assez stupéfiant. J'y suis monté encore cette année en glacier sur le glacier du Tour avec une équipe de sportifs justement pour sensibiliser. Ben, on voit qu'il y a vraiment un souci et que ça n'a jamais autant fondu. Donc, bah voilà, encore une fois, à mon échelle, moi j'essaie de sensibiliser. Je suis aussi animateur de la fresque du climat. Je me suis formé depuis maintenant 2 ans pour justement essayer de sensibiliser avec cet outil-là de la fresque du climat au plus grand Oui. nombre, à des sportifs, mais pas que. J'ai eu la retour d'un directeur de l'ONF qui m'a fait comprendre que, vous savez, madame, euh, dans la forêt, en fait, vous êtes pas, le piéton, il n'est pas prioritaire, hein. C'est la forêt qui est prioritaire avant tout dans ces contextes-là. Je me suis dit que moi, en tant qu'utilisatrice, utilisateur sportif, comment je vais faire demain pour continuer à faire du sport et continuer à avoir cette chance d'avoir ces beaux sites, surtout dans un département qu'on n'a pas trop cité, mais j'espère qu'Isabelle Trouchot du département est parmi nous. On a un département yvelinois avec 85% de verdure, et j'imagine vous, dans le Jura, c'est encore, encore plus. Donc, oui, je reviens sur la parole du directeur qui m'explique, mais vous savez, malgré tout, nous, on essaye d'accueillir le public dans les bonnes conditions. Et pour pouvoir, il faut avoir une politique en fait responsable pour pouvoir accueillir les piétons, les publics, mais les sportifs ne sont pas des prioritaires avant tout. Et ce qui est vrai. Et comment, et c'est une dernière question, Xavier, euh, pour pouvoir donner la parole au public, euh, dans ces contextes-là, quelle est la place du sport et comment on peut continuer à profiter ces beaux paysages en fait? Bah, c'est vrai que c'est une vraie question. Quelle est la place du sport? Je dirais peut-être encore un peu plus loin, quelle sera la place du sport dans notre société, dans un monde qui se réchauffe à plus de degrés? Quand on sait que les conséquences que ça peut avoir sur la biodiversité, sur le climat de manière générale. Et puis aussi, on a une autre chose qu'on n'entend pas beaucoup parler dans les médias, seulement les deux, trois experts des énergies et puis du climat nous en parlent. C'est ces énergies fossiles finalement qui bah, émettent du CO2, mais qui sont aussi pas infinies. Et aujourd'hui, on a notre monde qui tourne grâce aux énergies fossiles. On sait qu'en 2050, les producteurs de pétrole nous disent qu'il y en aura moitié moins qu'aujourd'hui. Et ça, c'est pour les producteurs de pétrole. Nous, en France, on n'est pas producteurs de pétrole, donc ce sera peut-être 18, 20 fois moins à voir. Il faut écouter Jean Covici, il l'explique très bien. Donc, dans un monde qui se réchauffe à plus de degrés avec les problématiques que ça va engendrer, plus la pénurie d'énergie fossile qui permet nos grands événements sportifs, qui permet les transports, les déplacements de public, de spectateurs, de coureurs, etc. Est-ce que ça sera encore une priorité de faire absolument des grands événements ou d'aller courir dans les quatre coins de la planète chaque week-end? Ben, je pense qu'il y aura peut-être, et personne ne peut le dire, hein, mais on peut peut-être se dire que finalement, on repratiquera le sport comme on l'a fait avant la découverte des énergies fossiles, c'est-à-dire que ben, jusqu'en 1950, le premier moyen de transport, c'était la marche à pied pour se déplacer d'un point A à un point B, ça fait de l'activité physique. Faire son jardin, les travaux agricoles, etc., pour pouvoir manger, se loger, se nourrir bah, et se soigner correctement, ce sera peut-être des choses essentielles. Et après, je dis ça, mais on ne sait pas exactement Oui. ce qui mais on peut se l'imaginer fortement. Donc, après, voilà, à mon avis, il va falloir revoir un petit peu vite nos façons de, faire des calendriers, des gros événements, parce que ça sera certainement pas Oui. possible. Et puis, comme on le dit bien assez souvent, soit finalement, ce croissant par rapport aux gros événements, on l'anticipe, soit on le subit, mais on va y avoir droit quoi qu'il en soit.
Un dernier mot, en tant qu'ambassadeur Maïf, pourquoi ambassadeur Maïf, Sport Planète, Xavier? Qu'est-ce qui vous a fait Eh de vous bien, engager avec Sport Planète? parce qu'on avait plein d'atomes crochus par rapport à l'engagement sur la pédagogie, la sensibilisation sur le climat, chercher un peu des porte-paroles avec une certaine communauté pour essayer de transmettre les bons messages. En essayant d'être exemplaire, mais encore une fois, je ne le suis pas, j'ai encore plein de contradictions, mais j'essaie de faire au mieux. Et puis, créer des projets en commun pour essayer de changer les mentalités, les codes, les modes de vie, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est associés ensemble, c'est surtout pour l'engagement, quoi, qu'on avait par rapport à ces valeurs et ces convictions communes. Mm. Nous aussi, on travaille avec, on a eu la chance de vous avoir parmi nous, Xavier, grâce à la MAIF, hein, en tout cas, c'est notre partenaire pour la fresque du sport responsable qu'on va vous présenter par la suite. Et beaucoup d'autres initiatives, hein, entre autres, parce que je vois d'autres dispositifs comme Match for Green, il y en a plusieurs en fait qui font partie de ces collectifs, mais entre autres, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve tous autour de la table, fédération, mouvement sportif et co-responsable, qui il y a quelques années, on ne parlait pas de ce type de mouvement. Donc, les choses évoluent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut poser la question maintenant? Est-ce qu'il y a une question? Ou sinon, Yep. je vais continuer les interventions. Est-ce qu'il y a une question, Alexis? Parce que je ne Pour vois l'instant, il n'y a pas. pas de questions dans le chat. Pas pour le moment. Si quelqu'un veut poser sa question directement, n'hésitez pas. Sinon, on va continuer les interventions et puis on va revenir en fait sur le partage d'expérience. Moi qui fais le... Il y a quelqu'un? J'avais une question. Oui. Joël Mancel. Joël. Bonjour à tout le monde. Cette question pour Xavier, bien sûr. Donc, vous avez volontairement, vous êtes volontairement censuré pour participer à des trails qui sont comme, par exemple, la Diagonale du Fou. Exactement, ouais. Mais censuré, après, en fait, on pourrait croire comme ça que c'est un inconvénient de se priver de cette course-là. Mais en fait, je vois l'autre verre. En fait, je me dis, j'ai une chance incroyable. J'ai plus de temps à passer dans les aéroports. Pour mes convictions perso, comme je l'ai bien assez expliqué, je suis plus en phase et j'arrive à mieux dormir le soir. Et puis en plus de ça, je passe plus de temps avec mes proches. Un billet, généralement, pour aller à La Réunion, c'est assez coûteux. C'est de l'argent que je mets pas dedans. Et je vois plutôt le côté positif plutôt que qu'il y a le décalage horaire, voilà, j'ai pu être déphasé avec les heures de sommeil. Donc, toutes ces choses-là, en fait, je retourne dans l'autre sens pour voir les bons côtés, quoi. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois rien. Non, d'accord. Donc, je vais passer à la prochaine intervention avec beau-fils Marquet Mathias de l'ADEME et par la suite Pierre-Louis Manouvrier de la Fédération française de cyclisme. Est-ce que, Alexis, tu peux passer la diapo de Mathias, que je vais vous donner la parole pour vous présenter. Il faut dire que il y a un constat quand même que des vagues de salaire ces derniers temps, pendant la période estivale, mais aussi des arrêtés préfectoraux qui arrivent en plein mois de janvier pour des pics de pollution. Des gestions d'équipements sportifs qui coûtent beaucoup plus cher en fait aux communes parce qu'il y a un hausse du coût énergétique à 70% pour certaines communes, donc un impact direct sur l'accueil du club qui n'a pas forcément de moyens pour payer une salle. Donc aujourd'hui, il y a dans les territoires, hein, c'est un constat de modifier la gestion d'équipements. Donc, on va arriver à cette problématique de gestion de la pratique. On va poser la question à Mathias de nous donner davantage d'infos sur l'impact en fait du dérèglement climatique à l'organisation des pratiques sportives et à la santé du sportif.
Merci beaucoup. Donc je me présente brièvement, Mathias Beaufils-Marquet, je suis référent mobilité active et qualité de l'air à la direction régionale de l'ADEME Île-de-France. Le sport, en fait, c'est pas une thématique qu'on traite habituellement à l'ADEME, puisqu'on traite plus particulièrement des mobilités actives, donc en fait la mobilité au quotidien. Néanmoins, là, je voulais en fait attirer l'attention sur les liens qu'il y a entre le dérèglement climatique, avec une hausse des températures qui est avérée déjà, hein. On est à plus, on est presque à 1 degré, 1 degré et demi de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Et donc, quels impacts ça a sur la pratique du sport? Les rapports du WWF indiquaient déjà que on avait à horizon de la fin du siècle 2050, donc avec dans un scénario à plus de degrés, on serait en Île-de-France à plus 7 jours de forte chaleur, donc à plus que 32 degrés. Et dans un scénario donc à plus 4 degrés au niveau mondial, on serait à plus 24 jours en Île-de-France de journées de forte chaleur. Donc tout ça implique la pratique du sport, mais au-delà des fortes chaleurs, en fait, je voulais rappeler en fait que il y avait un lien en fait entre climat et pollution de l'air et l'exposition à la pollution de l'air des sportifs. Donc on le voit, donc peut-être une petite mise au point effectivement, c'est, à rappeler, hein, entre la météo, on peut revenir à la slide d'avant, entre la météo, voilà qui est, quelque chose de court terme et le climat donc qui sont des données agrégées, avec des moyennes sur 30 ans. Hem Le changement climatique donc qui augmente les canicules, je l'ai dit, et à travers les canicules, en fait, on a, la formation d'ozone de basse altitude, sur lequel je reviendrai après. Les feux de forêt donc seront plus, fréquents, hein. Donc Xavier le disait, dans le Jura, heu, les feux de forêt donc étaient peu fréquents et donc ils commencent à devenir, heu, on commence à les voir, les pompiers ne sont pas préparés à ça et qui dit feu de forêt dit émission de particules fines, donc pollution de l'air. Et enfin, le climat donc changeant, les conditions atmosphériques et les vents changent, ce qui peut influencer soit la formation des polluants, soit la dispersion des polluants donc si on a moins de vent à certains moments, donc les polluants vont s'accumuler et donc on aura une plus forte, concentration, une plus grande exposition à cette pollution de l'air. On peut passer à la slide suivante où je vais plus particulièrement parler de l'ozone en fait, qui est directement, on le verra, dans les années à venir en fait, les, heu, les, heu, les émissions d'ozone vont en augmentant. Donc le Airparif qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air, au niveau francilien, a déjà constaté qu'on avait 2 fois plus d'émissions d'ozone, depuis 20 ans en Île-de-France. Donc l'OMS recommande, un seuil de maximum de 60 microgrammes, d'ozone donc par mètre cube d'air et en cas de dépassement de seuil de recommandation, la préfecture va mettre en place des mesures de recommandation, pour, tout un chacun et activer donc, des restrictions de circulation, donner, des recommandations pour les personnes fragiles et cetera. Hem, L'ozone donc c'est un polluant assez complexe qui est facilité en fait, par l'ensoleillement, hein. Donc c'est des réactions chimiques qui se créent, en cas de forte chaleur, à partir de polluants primaires comme, les composés organiques volatiles, donc qu'ils soient d'origine humaine ou, d'origine naturelle et également les oxydes d'azote, qui sont très majoritairement,
émis par le trafic routier et en particulier les véhicules diesel. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, cette exposition à l'ozone a des conséquences sur la santé. Donc là, on voit l'intégralité en fait des impacts sur cette illustration de la pollution de l'air et donc mais chaque polluant en fait a des impacts différents sur la santé. Et on le constate en fait en cas de pic de pollution, on a une augmentation, donc ça a été constaté, une augmentation des consultations aux urgences et voire des hospitalisations, notamment pour les personnes asthmatiques et fragiles. Donc on estime que l'exposition à une trop forte concentration d'ozone est responsable d'environ 1 700 décès en Île-de-France. Les concentrations sont plus fortes dans les zones rurales et très concrètement, en fait, une trop forte concentration en ozone va faciliter donc l'apparition de rhinite, de crises d'asthme, d'infections respiratoires, donc avec ce BPCO, donc les bronchopneumopathies chroniques obstructives, et donc aggraver les symptômes de cette maladie chronique chez les personnes fragiles, et enfin une irritation des muqueuses donc oculaires. Passer à la slide suivante. Et donc, lorsque les concentrations en polluants sont trop élevées, notamment en ozone, la préfecture donc, va donner des recommandations. Et l'une de ces recommandations-là, c'est limiter l'activité physique intense. Puisqu'on est en hyperventilation quand on fait du sport à haute intensité, donc voilà, on estime qu'un coureur va inhaler 5 à 10 fois plus d'air qu'au repos, et donc 5 à 10 fois plus de polluants. Ça signifie donc que pour les personnes vulnérables, que ce soit voilà, les personnes asthmatiques, les personnes âgées, donc plus de 65 ans, les femmes enceintes, les jeunes enfants, toutes ces personnes-là, en fait, si on a un dépassement du seuil d'information, donc il faudra limiter les pratiques sportives intenses. Et si on a un dépassement des seuils d'alerte, alors là, toute pratique sportive pour ces personnes-là est à prohiber. Comment s'adapter? Il faut donc éviter de pratiquer le sport aux heures de pointe, le long des axes routiers, puisque c'est là où on aura les plus fortes concentrations en polluants. Et éviter donc d'aller faire du sport dans les heures les plus chaudes de la journée, puisque c'est là où on a les concentrations en ozone les plus élevées. Cela peut avoir comme conséquence également de reporter certaines compétitions sportives. Et la crainte, par exemple, ce serait une forte chaleur pendant l'été amène en fait à un pic de pollution à l'ozone et potentiellement un report de certaines épreuves lors des Jeux olympiques. On peut passer à la slide suivante. Donc, malgré tout, en fait, donc j'ai pu détailler les risques qu'avait donc l'exposition à la pollution de l'air pour les sportifs et tout le monde. Mais le sport, voilà, tout le monde le sait, a des impacts bénéfiques sur la santé. Et donc là, je voulais juste pointer du doigt quelques études qui montrent en fait que la balance bénéfice-risque va au développement de l'activité physique. Donc là, je parle du sport au quotidien, mais de 30 minutes d'activité physique recommandée par jour. Et en fait, on voit que les cyclistes sont donc certes exposés aux particules fines, mais moins que les personnes qui sont dans leur voiture et donc dans les bouchons. En hyperventilation, effectivement, ils sont exposés à la pollution de l'air davantage, mais la perte liée à cette exposition est surcompensée par le fait d'avoir une activité physique régulière. Donc là, c'était une étude qui était faite aux Pays-Bas qui montrait que on avait un gain global en mois d'espérance de vie.
Et si on regarde en fait les conséquences sur l'Île-de-France en fonction de la pratique du vélo, plusieurs scénarios ont été faits, hein. Le scénario numéro 1, c'est 4 % des déplacements sont effectués à vélo, ce qui est à peu près la situation actuelle. Et donc, on voit que si on allait vers 8 % de part modale vélo, donc on pourrait éviter 1 000 décès annuels en Île-de-France. Et avec une part modale de 20 %, on pourrait éviter jusqu'à 2 500 décès. Et donc là, en fait, on a pris en compte, donc c'est l'ORS qui a fait cette étude-là, qui a pris en compte le gain en activité physique pondéré par notamment la perte de l'exposition à la pollution de l'air et aux effets que ça peut avoir sur la santé. Donc voilà, globalement, le message, et là on peut passer à ma conclusion, Ah oui. c'est que effectivement, le changement climatique va amener des canicules et potentiellement donc et des hausses de concentration en ozone. La pratique sportive dans ces cas-là est à surveiller, notamment pour les personnes fragiles en cas de pic de pollution. Mais ça doit, il faut rappeler en fait que globalement, la pollution de l'air, elle est, ce qui est, comment dire, à surveiller, c'est l'exposition tous les jours à une mauvaise qualité de l'air. Et en fait, les pics de pollution, le côté néfaste des pics de pollution est avéré, mais il est très inférieur à l'exposition quotidienne à une mauvaise qualité de l'air. Et enfin, la pratique du sport, en fait, permet de surcompenser cette exposition chronique à la pollution de l'air. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup Mathias, c'est vraiment très intéressant. Il y a des données en fait que je m'y attendais pas en fait qu'il y a plus de pollution en zone rurale. J'ai vu en zone rurale et je confirme tout ce que vous avez dit. Alors Et ça, je parle de l'exposition à l'ozone, parce que si on oui, regarde les polluants comme les particules fines et les oxydes d'azote, on est sur les axes routiers et donc sur la zone dense de l'Île-de-France. oui, bien sûr, mais même, je me rappelle très bien, j'étais en réunion à Paris autour de la politique zéro déchet et il y a à peu près 2 ou 3 ans, hein, c'était avant la Covid. Et on était en train de justement discuter de la pollution en Île-de-France et le fait que Paris est obligé de fermer ses centres de loisirs pour les enfants pendant la période de pic de pollution et que déjà les hôpitaux ils étaient submergés avec des problèmes respiratoires, un problème de cancer, mais pour les enfants. Et, et là, on retrouve en fait les données, ils sont incroyables, sont là, c'est incontestable. Et en même temps, je ne m'y attendais pas du tout à attendre qu'avec 20% des pratiques politiques vélo, on peut éviter en fait. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Les constats, c'est une chose. On est obligé de parler de l'impact, hein, parce que les données parlent, les chiffres parlent, mais quelles sont en fait les actions et comment aujourd'hui on peut agir hein, et agir assez rapidement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut peut-être poser une question. Il y a eu une remarque de monsieur ou madame Viro Oui, qui dit que j'entends que les zones rurales seraient plus exposées aux concentrations d'élevés d'ozone. C'est contre-intuitif et en même temps, il est énoncé qu'il faut éviter la proximité des grands axes. voilà, c'est un constat. Alors, j'ai C'est un répondu constat. dans le chat, en fait, c'est comment dire, l'exposition en fait aux axes, on a une plus forte concentration en oxyde d'azote. Après, l'ozone, c'est un polluant assez complexe et qui voyage beaucoup et donc qui est exposé aussi au vent, etc. Et d'où voilà, en tout cas, on constate bien que les zones rurales sont plus exposées à l'ozone en Île-de-France. Et quand vous dites qu'il y a des arrêtés à un moment donné préfectoraux qu'il faut, avec des recommandations, je confirme, hein, on est obligé en janvier, hein, on avait des pics de pollution, on avait des recommandations, et puis pour la diminution de la pratique sportive dans les écoles. Donc les enfants qui vivent en zone rurale, qui ne peuvent pas pratiquer du sport en période de janvier.
Donc, c'est quand même, on n'avait jamais eu de phénomène de cet ordre-là. Il y a une autre question, peut-être, non? Oui, il y a Monsieur Manouvrier qui demande quelle est la zone de Paris la plus polluée et la moins polluée. Et il demande si c'est bon de pratiquer le sport en intensité à Longchamp ou à Vincennes. Je, Ah, on n'attend pas. je n'ai pas de, j'ai pas particulièrement de remarques à apporter à cet endroit-là. Je ne connais pas l'exposition en fait précise à la pollution de l'air à ces endroits-là. Il y a une autre question, je pense aussi. Savoir s'il y a des recommandations ou des interdictions. La Un peu- préfecture, les mesures en fait prises par la préfecture sont des mesures de recommandation. Voilà. On reste toujours sur les recommandations, c'est vrai. Il y a une autre question avant de passer la parole à la Fédération française de cyclisme. Je vois pas de questions. Si. Ah, En main levée. pourquoi je la vois pas? Oui, Ah oui, Monsieur vous Tomago. m'entendez? Oui. Oui, oui, Stéphane Schubert, organisateur de la route des Quatre Châteaux. La question que je voudrais vous poser, est-ce que déjà une préfecture a empêché la réalisation d'un événement pour pic d'ozone? On vous attend pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Non, d'accord. Ah. Après, je ne sais pas si Isabelle Trouchot, qui est dans le public, elle a eu peut-être au niveau du département un retour. Pour le moment, peut-être pas, hein. Ou une collectivité, après, qui peut nous répondre aussi Oui. également. Parce que, comment dire, la question qui est derrière tout ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisateur, nous recevons pour que comment dire, que l'inscription soit validée, on a des certificats médicaux. Donc, chaque participant, effectivement, a son certificat médical, mais a peut-être des faiblesses en termes d'asthme, en termes de tout ça, mais le médecin, il ne le voit pas tout ça parce que les médecins actuellement ne prennent pas en compte justement ce problème de pic d'ozone, voilà, ce qui est lié au réchauffement climatique. Et en fin de compte, on peut se retrouver avec des participants qui, sans le savoir, et avec un pic de pollution assez extrême, se mettent en danger. Et donc, je pense que c'est une vraie question. Peut-être un plan d'évolution aussi, si quelqu'un veut répondre. Ça complète d'ailleurs la question qui est posée encore dans le chat, qui est la responsabilité d'un organisateur. Donc, je pense que c'est étroitement lié à ce que vous dites aussi. Et là, je pense que c'est le sujet qu'on va aussi poser à Stéphane par la suite. S'il n'y a pas une autre question qui touche, en fait, ça qu'on peut revenir, hein, bien évidemment. Je pense que je veux passer la parole à Pierre-Louis parce que le temps passe. Merci beaucoup, Mathias, pour toutes ces précisions. Euh, J'aurais bien aimé qu'on aborde le sujet vélo un peu davantage, peut-être lors d'un autre webinaire, parce que la politique vélo, on va la retrouver en fait au niveau des territoires davantage dans la problématique des villes aussi, la conception en fait du territoire de demain. Avec Pierre-Louis Manouvrier, on va aborder la politique vélo de la fédération, qui bien évidemment, elle est liée avec les territoires, hein, c'est incontestable. Donc, Pierre, lui, vous représentez la fédération. Un peu plus d'informations sur le rôle de chargé de mission, politique vélo, et puis la politique fédérale. Et puis, pourquoi pas aussi, s'il y a un retour déjà d'expérience des cyclistes en dehors de l'étude de WWF. Ok, merci pour l'opportunité de m'exprimer sur le sujet. Vous voyez bien mon écran? Oui. Ok. Je Impeccable. vais rapidement vous rappeler ce qu'est la Fédération française de cyclisme, son rôle, ses missions. Donc, fondée en 1881, elle rassemble
110 000 licenciés qui sont réunis dans à peu près 2300 clubs. Pour info, ce sont des licenciés pour la plupart sportifs. Historiquement, la fédération a une vocation à développer le sport cycliste de compétition. On estime à peu près 30 millions de cyclistes en France, 35 selon les chiffres, et il y aurait 1,5 million de cyclistes sportifs, c'est-à-dire qui font du vélo pour faire du sport. Vous voyez que la Fédération française de cyclisme ne réunit entre guillemets que 110 000 licenciés, mais ce sont des licenciés qui pratiquent dans un cadre compétitif avec un calendrier, un championnat, des coupes, et voilà, pratiquent au sein d'un club, donc d'une communauté, une association, donc c'est un modèle associatif, et donc ils sont licenciés de ces associations-là. La Fédé a pour objet d'encourager, développer, organiser le sport cycliste sous toutes ses formes. Et je ne parle pas que de la compétition, hein, là je suis sur du tourisme, du loisir, de la mobilité, de l'apprentissage. On est vraiment, on balaye un spectre très très large de la pratique cycliste, et on envisage, on appréhende dans tous les cas le sport comme un support de citoyenneté, puisque ça permet de croiser énormément de sujets. Pas uniquement la performance, le haut niveau et la compète, mais bien sûr des sujets de citoyenneté, de territoire, voilà, de jeunesse, d'inclusion, de mixité. Donc la Fédé est totalement alignée avec ces valeurs-là. Fédération délégataire, donc c'est inscrit au journal officiel. On est délégataire et on a la responsabilité de 13 disciplines cyclistes, 7 de haut niveau, et 5 disciplines qui seront représentées aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, c'est, à mon avis, la fédé qui a le plus de disciplines. Donc, on a BMX Race, BMX Freestyle, la piste, la route et le VTT. Voilà, petite et brief présentation. La diapo suivante, c'est nos projections du plan fédéral de la Fédération française de cyclisme. Donc, ce plan fédéral, c'est un peu la feuille de route de l'équipe qui est à la gouvernance, à la tête de la fédération, donc, qui est présidée par Michel Callot. Et il y a un sujet, le sujet numéro 5, qui est la stratégie RSO. Donc c'est intéressant de voir comment la fédération de cyclisme s'est positionnée sur le sujet RSO, responsabilité sociétale des organisations, mais en même temps bien aborde le déploiement de la mobilité, la protection de la santé. Et là, ça rejoint peut-être notre sujet sport et climat. Je reviendrai juste après, peut-être que ça va amener des questions de la part du public. Le lien direct entre dérèglement climatique et cyclisme. Si je reprends l'introduction de Mathias tout à l'heure, il avait évoqué, et Lina aussi, le rapport de WWF. Ce qui est marrant, c'est quand même que la couverture du rapport représente une cycliste. Là, pour le coup, c'est Audrey Cordon-Rago, qui a l'air de souffrir de la chaleur. Donc, on voit quand même que c'est effectivement un impact, et encore plus un impact sur la pratique cycliste, puisque nous, on a principalement des pratiques qui sont extérieures. Sauf la piste, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a des vélodromes extérieurs. Peut-être le vélo artistique. Je ne crois pas avoir vu de compétition en extérieur, mais donc c'est un sport qui se pratique dehors. C'est un sport qui est en contact avec la nature. C'est un sport qui est très contraint par eh bien, la météo, par le climat et par les conditions extérieures. Cette étude de WWF, il y a quand même pour moi, deux éléments qui sont assez caractéristique de la gravité, même s'il ne faut pas faire peur, mais dans tous les cas de l'impact, c'est que si on est dans un monde à plus de degrés, il y aura 22 jours de pratique en moins par an. C'est-à-dire que ce sont des jours pendant lesquels il sera recommandé, voire peut-être, enfin, il sera recommandé, interdit de pratiquer du sport en haute intensité. Et si on est à plus 4 degrés, on a 66 jours par an de pratique en moins. C'est-à-dire que 66 jours pendant l'année où on ne sera plus capable de prendre son vélo pour aller faire du sport. Il n'y aura pas de compétition, bien entendu. Donc voilà, c'est pour moi un impact qui est très significatif pour tous, hein. Il n'y a pas uniquement le vélo, hein. On parle du foot, enfin voilà, on parle de tous les sports. Quelques extraits des captures d'écran, une revue de presse très rapide des impacts des aléas climatiques sur les compétitions cyclistes. En 2022, c'était dans le Béarn. Et en fait, décision préfectorale, eh bien, la préfecture a décidé d'annuler des compétitions, course à pied, course de vélo.
Donc, une vague de chaleur a une conséquence directe et il en va de la responsabilité des organisateurs. Et ils sont obligés de suivre l'arrêté préfectoral d'interdiction de réalisation de cette compétition. Beaucoup plus récemment, le mois dernier, il y avait les championnats d'Europe de cyclocross à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Et la journée du samedi a été reportée au dimanche puisque la tempête Kiaran, en fait, a totalement dévasté le site de la compétition. Donc en fait, c'est très concret pour les organisateurs, c'est très concret pour les cyclistes, pour les participants, c'est concret pour les partenaires, pour le public, bien entendu. Et là, il en va de la responsabilité de l'État de veiller à justement prendre les bonnes mesures pour eh bien, permettre à tous d'être en sécurité. Donc voilà, c'est très concret, c'est le monde de maintenant, quoi. Le contexte et le cadre réglementaire qui est peut-être plus avec une vision plus macro au début, puis après j'essaierai de vous proposer une déclinaison nationale, voire locale. La Fédé de cyclisme est affiliée à l'Union cycliste internationale. C'est en gros la Fédé des fédés de cyclisme, l'UCI. Et en septembre 2022, notre président a signé une charte pour l'action climatique de l'UCI qui intègre 8 mesures. La mesure numéro 2, qui pour moi est assez intéressante, puisque elle, on sort un peu du cadre sportif, mais on intègre le vélo comme étant une solution à la lutte contre le changement climatique, l'amélioration du bien-être, la construction d'un avenir plus durable pour tous. Donc en fait, le vélo est vraiment positionné et placé comme étant eh bien, un des leviers qui permettent de lutter contre le changement climatique, donc un changement de mobilité. Et une charte n'est pas aussi engageante ou contraignante qu'un règlement ou qu'une loi ou qu'une directive, mais tous les signataires prennent la responsabilité et l'engagement eh bien, de suivre cette charte et l'améliorer, dans tous les cas, d'améliorer leurs pratiques, de suivre l'évolution de leurs pratiques avec des indicateurs pour mesurer la responsabilité envers le climat et nos progrès. Donc c'est quand même assez engageant et symboliquement pour le moment, mais la concrétisation peut vraiment faire bouger les lignes. Vous me dites en termes de temps, Oui, tu peux continuer encore. j'y vais. Hein, Ok. Alors, si je suis un peu la frise et que je réduis l'échelle au niveau national, la frise chronologique, pardon. En octobre 2022, donc un mois plus tard après la signature de la charte de l'UCI, le gouvernement, le ministère des Sports, a publié ce plan de sobriété énergétique du sport. Là, on retrouve 10 mesures, euh, 10 mesures fortes pour que le sport réduise sa consommation en termes d'énergie et participe de la lutte un peu contre le changement climatique. Et là, on retrouve le vélo, puisque ce plan soutient activement le développement de la pratique du vélo, de la marche et du covoiturage. Donc on voit qu'on a sur un changement de pratique de mobilité aussi. mhm. Poursuit la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d'événements, publiée par le ministère des Sports, qui engage les organisateurs et qui les accompagne avec eh bien, un guide pratique, des grilles de mesures, de reporting, d'évaluation, leur permettant de tendre à N+1, +2, +3 et +4, et d'atteindre des objectifs qui sont quantifiables, mesurables, pour tendre vers des manifestations sportives plus durables. Je n'ai pas évoqué, Lina, Oui. le travail qui est mené par le CNOSF sur le label. Peut-être que vous Non, mais l'aborderez moi, je vais après. présenter une planche rapide avec Ok. les outils. Je voulais pas faire Ouais. doublon, donc je ne l'ai pas Oui, intégré. oui, pas de souci. Le 21 novembre dernier, donc très très récemment, la ministre des Sports a annoncé le sport comme étant la grande cause nationale, 30 minutes d'activité par jour. Et dans le dossier de presse de cette annonce, on voit que le sport doit revêtir doit être une contribution exemplaire à la transition écologique. Le déploiement de la charte des 15 engagements éco-responsables, plan de sobriété énergétique du sport, plan d'adaptation au changement climatique, marqué par la production d'un premier guide pour un été sportif et responsable. Donc on voit que le sport est totalement intégré à ces enjeux-là de transition écologique. Et je rebondis juste sur les interventions précédentes. Et, Mathias a bien fait la balance entre coût-bénéfice sur la santé,
Et Xavier a introduit son discours en disant qu'il fallait donner du sens à sa pratique. Mais en fait, quand on donne du sens au sport avec une projection, transition écologique ou dans tous les cas, réduction de l'impact sur la planète, en fait, le sport peut quand même participer à cela, puisque si on fait du sport cycliste, pour le coup, on ne va pas prendre sa voiture pour se déplacer. Voilà. Bon. C'est ça, changer le Le comportement. sport est quand même aussi revêt des valeurs et des symboles qui sont quand même plutôt vertueux. Et le sport, dans dans sa définition même, est plutôt quelque chose de moralement enfin, acceptable, voire bénéfique. Les enjeux environnementaux et sociétaux. Quelques exemples. On a des sportifs comme Xavier qui sont un petit peu ambassadeurs de la cause. Je ne sais pas si le terme est très bien approprié. Il y a un ancien cycliste professionnel, Guillaume Martin, qui avait, qui a fait, qui a, f- comment, qui a pris des positions assez fortes et qui a fait un petit peu l'autocritique de son milieu, du cyclisme sur route, du cyclisme professionnel. Puisque, au regard du calendrier international, au regard du nombre de déplacements, de stades, de compétitions, de tours, de critériums, etc., mais en fait, il avait constaté et fait état un peu de cette considération un peu hors sol. En gros, pourquoi les sportifs professionnels internationaux seraient exempts de eh bien, limiter leurs déplacements ou pourquoi ne pourraient-ils pas justement remettre en cause ces calendriers internationaux, ces courses à excès, etc. Donc c'est assez intéressant. Guillaume Martin, qui est diplômé de philosophie également, qui a sorti au moins 2 ouvrages intéressants sur sa perception du vélo et une réflexion un peu plus profonde sur la place du vélo dans la société. C'est donc voilà, assez intéressant. Je ne sais pas si c'est un éco-sportif ou un ambassadeur de la cause, mais voilà, on voit aussi que les sportifs professionnels eux-mêmes peuvent se positionner vis-à-vis de cette cause-là. Et il en va aussi de l'image et de la notoriété du sport. Tous les ans, à l'occasion du Tour de France, le Tour de France qui n'est pas propriété de la Fédération française de cyclisme, qui appartient à ASO, en fait, à chaque fois, on a des articles qui remettent en cause euh, ou qui critiquent le Tour de France pour eh bien, son impact environnemental, malgré une démarche qui est de plus en plus, qui se veut de plus en plus responsable. euh, voilà. Bon. Ça, c'est aussi important parce que, en fait, il en va des responsables et des têtes de réseau et des fédérations disciplinaires, enfin de disciplines, de défendre l'image de leur sport. Donc, si une fédération n'est pas exemplaire, si un organisateur n'est pas exemplaire, eh bien, ça modifie, ça dégrade l'image du sport vis-à-vis du public, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des sportifs eux-mêmes. Les engagements de la Fédé. Je me dépêche un petit peu. Oui. On se positionne en tant que conseil auprès d'organisateurs qui souhaitent aborder une démarche et adopter des pratiques qui se veulent plus éco-responsables. Dernier exemple en date, début août, les championnats de France de l'avenir à Plédran, en Bretagne. En fait, on a accompagné l'organisateur vers un dispositif un peu moins énergivore et en proposant, avec le soutien de la collectivité et d'un technopôle local, une alimentation de la ligne d'arrivée en hydrogène et non pas avec des groupes électrogènes qui sont cachés derrière le podium. Le titre de Ouest France est peut-être un peu trop ambitieux. Le premier événement sportif éco-responsable, bon, à voir, il faut peut-être un peu mesurer, mais dans tous les cas, voilà, la Fédé avait proposé cela. On a aussi fait des ateliers de sensibilisation à l'économie circulaire. On a proposé un programme pour des handisportifs, des cyclistes handisport. Donc voilà, les organisateurs s'adaptent. On est sur un projet d'intégration d'un article à dimension coloration un peu RSO dans nos contrats championnat de France. Donc, d'où le titre un peu de ma présentation, enfin de la slide, c'est on accompagne, mais ensuite, est-ce qu'on va aller jusqu'à la contrainte? C'est-à-dire, est-ce que ça va être intégré dans les cahiers des charges et finalement, les organisateurs devront s'y plier? Pour l'instant, on est vraiment sur de l'accompagnement. Bon, ben, en fait, au fur et à mesure, peut-être qu'il va falloir aussi euh, aller un peu plus vite, un peu plus fort pour que les organisateurs
et les teams prennent vraiment ces enjeux dans leur organisation. Deux petits projets, enfin des gros projets, pardon, qui vont dans le même sens et l'impact du climat, l'impact du changement climatique sur le sport, c'est Outdoor Vision, qui est un programme qui est porté par le pôle sport nature. Et avec la Fédération française de cyclisme, on arrive en poussant nos données GPX auprès d'Outdoor Vision à identifier les territoires qui sont les plus fréquentés, à conseiller les collectivités sur l'aménagement de ces territoires-là et surtout à préserver les terrains de jeu, vélo, course à pied, trail, etc. Donc c'est un programme qui est pluriannuel et qui permet à tout un chacun de pousser les données pour ensuite avoir une cartographie et une visibilité globale des espaces de pratique. Nouveau cycle, programme labellisé Impact 2024 où tous nos clubs FFC, donc les 2300, peuvent bénéficier d'un accompagnement à une pratique plus vertueuse avec des axes qui sont forts sur l'économie circulaire, sur le savoir rouler à vélo, sur l'inclusion, sur les opportunités d'emploi que le vélo apporte et sur une pratique cycliste sportive responsable. Savoir rouler à vélo, c'est le programme national de formation des jeunes à l'autonomie à vélo. Pareil, la Fédé est très fortement engagée. Ça rejoint un petit peu l'enjeu de moyens de mobilité pour réduire l'impact sur le climat. Financement, dans notre projet sportif fédéral, on incite nos clubs à se positionner sur la thématique responsabilité sociétale en leur proposant d'organiser des événements plus durables. Et on les soutient financièrement grâce à l'Agence nationale du sport pour qu'ils parviennent à une organisation justement la plus vertueuse. Et j'ai terminé. Je suis peut-être allé très vite. Donc je m'attends peut-être à quelques questions, précisions. Il y a une question de la part d'Hippolyte. Ouais. Oui, Caroline, je voulais savoir, là on voit que les territoires développent de plus en plus des pistes cyclables et Ouais. développent cette partie-là. Est-ce que vous, à la Fédération française de cyclisme, vous êtes associé au pouvoir public pour pouvoir développer ça? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu penses que ce serait pertinent que ça le soit dans le futur? Alors, il se peut que les clubs en local soient consultés. Il se peut qu'il y ait des groupements d'associations sur des territoires qui soient référents ou qui soient consultés aussi en tant qu'experts auprès des collectivités ou auprès du département si l'aménagement dépend du département. Après, nous, à la Fédé, on n'a pas d'expertise en termes de maîtrise d'œuvre et d'aménagement du territoire. On ne s'est jamais positionné dessus parce qu'il y a des structures en fait qui sont expertes sur le sujet. Juste, en fait, les pratiques cyclistes, les disciplines du cyclisme dans leurs pratiques sportives n'utilisent pas les pistes cyclables. On ne fait pas une compétition sur une piste cyclable, on ne fait pas un entraînement sur une piste cyclable. Par contre, on peut repérer les endroits où effectivement c'est dangereux. Et dans ces cas-là, le club a toute légitimité pour prévenir la collectivité et lui dire attention, ce carrefour il est dangereux. Mais on ne va pas forcément porter un plaidoyer aussi fort que certaines autres associations sur les aménagements ou les pistes cyclables. Déjà, c'est une compétence départementale, cette partie, et on voit ce sujet-là, qu'il y a une forte relation en fait du vélo avec le territoire. Donc, qui dit pratique du vélo dans les espaces publics ou aménagés par le territoire, on a d'office l'implication en fait des collectivités qui doivent organiser ces pistes cyclables, les entretenir. Et aujourd'hui, il y a une certaine réticence en fait par certaines maires de collectivités, quelque chose qui est compréhensible dans la mesure où on demande à une collectivité de prendre en charge la gestion de ces équipements-là. Il y a des politiques très fortes au niveau du département. Derrière, c'est les terres de vélo, il faut le dire, au niveau du département des Yvelines, la promotion du vélo. On a l'accueil des JO qui vont arriver. Mais malgré ça, je peux témoigner sur la partie de la ruralité, on a des difficultés de mettre en place les pistes cyclables, mettre une politique vélo. On n'est plus sur une politique vélo-tourisme. Et encore, on n'a pas vraiment pas forcément agir
agir parce qu'on ne peut pas, on n'a pas de pistes qui vont réunir les différents villages de collectivité. Et la problématique vélo, on voit en fait que ce n'est pas une problématique, c'est vraiment une solution aujourd'hui pour beaucoup de communes, pour aux orientations au niveau international. On l'a vu avec l'intervention de Pierre, lui, au niveau national, avec le plan de sobriété. On va les trouver sur les engagements du ministère et on va les retrouver à l'école. Et c'est là que ça devient intéressant parce que toute politique en fait qui passe par l'école, ça nous permet en fait de rebondir vers le futur. Je ne sais pas s'il y a une autre question, je vais passer parce qu'on a Stéphane. 13, on n'a pas beaucoup de temps, que je voulais quand Oui. même laisser Ouais. la parole à Stéphane. Il y a on va Ouais, Stéphane faire- qui a levé le doigt. Comme ça, je vais bah, embrayer. super. Stéphane. Voilà, je vais embrayer, mais j'avais une question justement sur les pistes cyclables. En vallée de Ouais. Chevreuse, effectivement, des pistes cyclables ont été réalisées. Le souci, c'est le manque de connexion, c'est le manque de sécurité et surtout le manque d'entretien. Et combien de cyclistes me disent, mais je vais pas y aller sur cette piste cyclable parce que je vais crever, je vais glisser. Et en fin de Complètement. compte, alors c'est bien de mettre des pistes cyclables et c'est plutôt, il faut l'encourager. Je suis le premier à aller faire mes courses aussi en vélo et je prends pas ma voiture. Mais le souci, c'est ça, c'est que en fin de compte, de quelque chose qui devrait être encouragé, bah, ça devient même un endroit qui peut devenir dangereux et c'est pas le but du jeu, quoi. Donc voilà, c'est ça. Je voulais savoir si vous, justement, Pierre-Louis, vous aviez la, comment dire, ouais, la capacité de faire remonter ou vous faites remonter au niveau du département, en tout cas de nos décideurs de ça, parce que c'est bien de mettre des pistes cyclables, mais je dirais où est le service après-vente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après, parce que c'est pas bien abouti, si je puis me permettre. Mhm. Est-ce que c'est à la Fédération nationale de faire état auprès d'une commune de la dégradation de la piste cyclable? Je ne sais pas. Pour moi, il y avait un enjeu de principe de subsidiarité. Si le club local qui emprunte ces pistes, c'est le club local qui est légitime pour C'est ça. s'adresser à la commune. Oui, entendu. On a quelqu'un du Pays Udannais qui a levé la main. Je pense que sur la politique vélo aussi, Pierre-Louis. Là, j'ai vu Pays Udannais. Ouais. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole parce que je pense que c'est une question qui doit être liée. Et moi, je sais très bien qu'il y a des dégradations d'un équipement qui appartient à la collectivité. Et ben, c'est les utilisateurs locaux en fait qui vont remonter l'info au niveau de la collectivité. Maintenant, il y a une partie de compétences via les espaces de vélo, randonnée du plan PDIPR au niveau du département, mais encore c'est une partie de financement. Après, malheureusement, il faut dire que chaque fois qu'il y a une dégradation dans ces communes, c'est à la commune aussi de travailler avec ses services techniques. Hein. Est-ce que le Pays Udannais veut prendre la parole? Parce que j'ai vu qu'ils ont posé la question. Je ne sais pas, j'ai vu. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une main levée dans le chat. Samedi ça 955, mais je ne sais pas si c'est en rapport oui, avec le Pays Udannais du coup. oui, si tu peux donner la parole, oui. Ils peuvent prendre la parole quand ils veulent. Oui. Je suis Patrick, je fais partie du club de la FF, de la Fédération française de cyclisme, et je dois organiser de temps en temps des événements, et je voudrais savoir à qui il faut s'adresser pour avoir un accompagnement éco-responsable. De manière à ce que dans la vie du club, on ait une politique éco-responsable ou des objectifs éco-responsables. Alors, on peut répondre, Lina ou moi. Ah non, mais c'est Pierre, hein, je vous laisse le club vélo. Hein. Ouais. C'est à vous. Alors, c'est très intéressant. Vous n'êtes pas le premier club à effectivement demander un peu un accompagnement, un conseil pour que le fonctionnement du club soit plus éco-responsable. On a des clubs organisateurs, mais on a aussi des clubs de pratiquants qui ne sont pas forcément organisateurs. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est renvoyer vers le comité régional qui peut avoir cette compétence-là. Ça dépend vraiment des territoires. Mais si vous êtes en Île-de-France et pas très loin du siège, vous pouvez prendre mes coordonnées et puis moi, je pourrais peut-être vous orienter, vous accompagner. Sinon, c'est pas en opposition, c'est en addition, en accompagnement pour être plus complet encore, c'est
ce dont Lina va parler tout à l'heure, c'est le Non. référentiel du service développement durable du CNOSF, qui a proposé un label qui permet d'avoir une matrice et un vrai fil conducteur pour que son organisation et son événement soient le plus éco-responsable possible. Et je vous propose que je vais En laisser fait, mes là, coordonnées à la fin de l'échange. je pense que on va vous communiquer quelques diapos, quelques coordonnées à la fin. Je vais passer la parole là, on va passer à 5 minutes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de Oui, temps. je vais aller très vite. Donc, Lina, il n'y a pas de Stéphane, souci. je veux te passer la parole en tant qu'organisateur de la route de Quatre Châteaux. Merci Oui. beaucoup, Pierre-Louis. Et puis, pour que je puisse passer la parole aussi à mes collègues dans un deuxième temps. D'accord. Stéphane, à vous de Je vous vais présenter. aller de nous très donner vite. vos- Donc, très rapidement, bon, Stéphane Schubert, voilà, j'organise une course pédestre qui s'appelle la route des Quatre Châteaux, mais également le Trail des Lavoirs et aussi une animation pour les écoles primaires de la vallée de Chevreuse, où on a classé 930 gamins un dimanche matin. Là, on est sur la 7e, on va préparer la 8e édition. Donc voilà, en vallée de Chevreuse, on est assez actif. Moi, très rapidement, je suis un enfant de l'athlé. J'en fais depuis 1983. Et effectivement, tout ce que j'ai vécu m'a donné beaucoup d'idées. Et avec des copains, on a organisé la première édition en 99. Donc, je suis un amoureux de la nature. Quand je cours sans montre. Les marathons que j'ai faits, je les ai faits sans montre. J'y vais au feeling. J'aime me faire plaisir. Dans les propos de Xavier Thévenard, je me suis pas mal reconnu. Voilà, on vit dans un cadre verdoyant, on y est vraiment bien. Et donc, on a voulu faire découvrir la vallée de Chevreuse. Et effectivement, très rapidement, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était la parité, parce que quand j'étais ado, je voyais que les femmes ne gagnaient pas la même chose que les hommes, et je trouvais ça bien injuste. L'effort est le même, donc je trouvais ça assez incroyable. Et comme à l'époque, il n'y avait pas l'INA, et que je voulais mettre des choses en place, je me suis appuyé sur l'agenda 21, qui a été un traité signé en 92, et je me suis dit, le respect de l'environnement, la partie sociale, solidarité, parité me plaisait bien, et puis un autre développement économique. Et donc, dès 99, la parité a été le premier combat. Je parle de combat, c'est peut-être pas le terme quand même dans le sport, mais bon, en tout cas, c'était un challenge que je voulais relever avec toute mon équipe et je les ai sensibilisés. Très rapidement aussi, le succès étant, on s'est aperçu que on a de plus en plus de coureurs, il a fallu limiter, mais surtout les coureurs, beaucoup parisiens, parce qu'on est à 2 encablures de Paris, jetaient des tas de choses par terre. Au départ, les parcs de châteaux traversés. Alors, je mettais pas de rubalise parce que je voulais que ça soit visuellement parlant très sympa. Et en fin de compte, on est obligé de mettre de la rubalise parce qu'il coupait les jardins et tout ça. Donc, il a fallu, entre guillemets, si je puis me permettre, éduquer. Et donc, très rapidement, on a été sur le respect de l'environnement, c'est-à-dire la problématique du sport de masse dans la vallée de Chevreuse, un environnement assez sensible. Et ensuite, assez rapidement aussi, un autre développement économique, c'est-à-dire qu'on est d'accord, le réchauffement climatique, c'est l'impact de l'activité humaine qui fait qu'en ce moment, on est en train de tout foutre en l'air. Et Jean Covici, que Xavier Thévenard a cité, effectivement, on voit bien les choses, mais il y a encore plein d'autres. Et donc, nos récompenses, alors à part les t-shirts, je ne vais pas vous mentir, et puis les oranges, les bananes, et encore les t-shirts, pas sur le Trail des Lavoirs parce que c'est un produit local qu'on offre, on fait tout en local. C'est-à-dire que l'économie locale, on la met en avant parce qu'on fait découvrir notre terrain de jeu, mais de façon générale. Il n'y a pas que sportif, il y a économiquement. Tous les musiciens qu'il y a sur les châteaux, c'est des musiciens locaux. On les paye, bien sûr. Il y a bien sûr une rétribution parce qu'on a le respect aussi de tout ça. Et donc, voilà comment s'est montée la route des Quatre Châteaux très naturellement. Et puis, Lina est arrivée, je dirais, dans notre univers. Donc, je me suis aussi appuyé sur Lina. On a beaucoup partagé ensemble. Aussi le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse avec qui on a travaillé. On a pu parfaire l'événement pour qu'il soit, alors on dit éco-responsable, c'est peut-être pompeux, mais en tout cas, je voulais un événement qui soit respectueux de la vallée de Chevreuse, c'est-à-dire on accueille du monde, mais on détruit pas tout, on le respecte. Et donc, les transports en commun aussi, on parlait du bilan carbone, on fait effectivement pas très loin de la gare Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est un RER. Donc, il y a plein de petites solutions pour que votre événement soit... en tout cas, au mieux respectueux. Alors, on n'est pas vertueux, on a des failles. Vous accueillez du monde, quoi qu'il aille, vous allez générer de la pollution, plein de choses qui est autour. Mais autour de ça, on a mis plein d'actions en place. Et autant pour moi, et je le disais à Alina les jours précédents, le greenwashing m'horripile au plus haut point. Donc, il faut vraiment aller dans l'action. Il faut sensibiliser. Il faut que votre organisation ne devienne pas une contrainte pour le coureur. De toute façon, il ne reviendrait pas. Et donc, voilà, on sensibilise un maximum. On fait des propositions.
Et ça tourne plutôt pas mal et on a plutôt encore du succès. Depuis 99, on est toujours là et on sera encore là en 2024 à proposer voilà, des événements qui soient des moments de fête, de partage, hein, d'être ensemble, de faire qu'un ce jour-là, de gommer nos différences. Et bien au contraire, nos différences, c'est plutôt quelque chose qui est une super chose auquel on partage avec nos bénévoles, avec les prestataires, avec tous les acteurs économiques aussi du coin, et bien sûr tous les coureurs. Donc c'est toujours une grande communion, nos événements. Alors je dis pas que c'est idyllique, mais en tout cas on y passe toujours un très bon moment. Et on n'a pas parlé des bénévoles, mais chez nous on n'a pas de souci de bénévoles, on les a parce que ils prennent du plaisir à revenir chaque année pour faire plaisir à ceux qui veulent découvrir la vallée de Chevreuse. Voilà, j'ai fait quelque chose de très rapide parce que je sais que le temps tourne. Stéphane. Donc voilà, merci en tout cas de votre écoute. Je sais que c'était la course pour toi, Stéphane, et puis Oui, j'ai tout à fait, toujours il n'y le a pas de plaisir souci. de t'accueillir et partager en fait ton retour Merci à vous. d'expérience. Et on a beaucoup mutualisé tes bonnes solutions avec d'autres associations organisateurs sportifs et je te remercie vivement Oui, ça parce que tu continue. Il y a des étais... organisateurs qui de temps en temps m'appellent, donc parce qu'on donne souvent les coordonnées et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager des expériences, de pouvoir aider des nouvelles organisations. Et puis, mais nous aussi, on pioche aussi à droite à gauche de bonnes expériences et je pense qu'ensemble, on va plus loin, ça marche hein, vraiment. Donc voilà, merci. Stéphane, justement, je vais rebondir sur le fait que cette réunion, c'était pour nous permettre aussi de partager ces expériences, même si c'est rapide, mais on va se retrouver, je pense. Et le but, c'était avec le comité olympique d'organiser le club d'organisateurs au niveau local qui sont labellisés par le comité olympique. Et c'est là que je vais faire la transition. Je vais passer la parole à Hippolyte Perdrizet, notre agent de développement sport et éco-responsabilité, qui va vous présenter des outils nous, on propose en fait comme solution en fait d'accompagnement des associations. La Fraîche Sport Responsable, qui a été créé, et conçu et géré par le comité olympique, et le label Sport citoyen, sport responsable du comité olympique. Donc, Stéphane a déjà utilisé, il était déjà labellisé comme organisateur. Hippolyte, je te passe la parole. Oui, est-ce que vous voyez tous mon PowerPoint? Oui, on voit très bien. Eh ben, écoutez, c'est parfait. C'est vrai que ça fait écho à pas mal de points et de choses qui ont été remontées aujourd'hui dans l'accompagnement des clubs sur la partie RSO et sur la sensibilisation des différents acteurs du sport. Donc, au comité départemental olympique et sportif, on a développé plusieurs outils. Qui est le premier, qui est la fresque du sport responsable, donc qui découle indirectement de la fresque du climat et qui est peut-être un peu plus généraliste que la fresque du football ou la frise du cyclisme. Son objectif, c'est avant tout de pouvoir sensibiliser et rendre compte aux différents protagonistes et personnes qui vont l'utiliser de l'impact d'une activité sportive sur l'environnement de façon assez généraliste et indirectement sur la santé du sportif qui en sera impactée. C'est assez interactif, il y a différents lots de cartes qui sont mis à disposition et l'objectif c'est d'arriver à trouver les différents liens qu'il peut y avoir. Donc comme je vous disais, l'objectif de cette fresque c'est d'arriver à développer des thématiques et des débouchés sur des discussions autour du développement durable et de l'impact du sport sur l'environnement. Notre objectif, c'est aussi d'arriver à former et différentes personnes qui puissent après par la suite développer ce produit sur le territoire français. On reste quand même un petit comité et la force du nombre fera que plus de personnes seront à même de pouvoir présenter et développer ce dispositif et plus il aura un impact important sur le sport. Donc voilà pour cette fresque. On a décidé cette année de la retravailler un petit peu pour répondre aux différentes attentes du terrain et de remontées qu'on a pu avoir tout au long de nos sensibilisations et de nos activités. On va développer des modules pour permettre à des personnes d'être plus à même d'être animateurs sur le terrain et aussi développer d'autres animations autour de cette fresque parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la formation dure 1h30 et on a la possibilité aussi de faire des formats quiz sur différents événements. Donc on a réfléchi aussi à
à d'autres possibilités qui permettraient d'avoir plus d'interactivité et plus de mobilité autour de cette fresque. Le deuxième point sur lequel on voulait insister, c'était que l'objectif vraiment de cet outil et en complément du label dont je vous parlerai juste après, c'est de pouvoir créer un réseau avec les différents comités départementaux et régionaux pour diffuser au mieux ce dispositif et développer aussi la fresque dans le milieu scolaire. Donc peut-être il y a des personnes de l'éducation nationale et différentes entités pédagogiques qui nous regardent aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de pouvoir sensibiliser à la racine les différents élèves et citoyens du quotidien pour pouvoir développer au mieux cette sensibilisation autour du sport responsable. Euh, En deuxième volet, on a aussi un label qui a été mis en place il y a quelques années et qui découle directement du label du CNOSF. Donc, Stéphane parlait effectivement des différentes possibilités qu'il y a pour les clubs, les organisateurs d'événements sportifs de pouvoir améliorer sensiblement leurs événements et leur permettre d'être plus éco-responsables et du mieux possible vertueux vis-à-vis de l'environnement. Donc, on a développé ce label qui permet d'accompagner donc, les événements sportifs à une meilleure adaptabilité sur leurs événements. Et on aimerait aussi par la suite, donc quand ce label aura pris un peu plus d'ampleur, pouvoir développer une dynamique sur le territoire et créer un réseau via un club des organisateurs où chacun pourrait faire des retours d'expérience et donner leur ressenti et les possibilités qu'ils ont mis au quotidien sur leurs événements sportifs. Parce qu'une fois de plus, la force du nombre et le partage de, de bonnes pratiques permettra inévitablement de pouvoir développer le sport de façon plus durable. Et aussi, indirectement et en lien avec la fresque, ça sera aussi de pouvoir sensibiliser les différents bénévoles sportifs et supporters qui seront sur les événements sportifs pour voilà, leur montrer que le sport a un impact sur l'environnement, c'est indéniable aujourd'hui, et qu'il y a moyen de pouvoir améliorer ça et et de les aider au quotidien et de rendre le sport meilleur. Donc voilà, si de votre Merci. côté vous avez des informations et des questions par rapport à tout ça et que vous souhaitez potentiellement participer à une fresque ou en bénéficier ou même pour certains clubs d'organisateurs ou municipalités de pouvoir labelliser et être accompagné au quotidien dans la gestion de vos événements sportifs, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez prendre une capture d'écran et on vous mettra, quoi qu'il arrive, toutes ces informations dans un compte rendu et dans le lien du chat. Voilà, merci à tous. Merci. Merci Hippolyte, merci pour cette intervention un peu flash, mais au moins on a justement focalisé sur deux outils d'accompagnement avec des solutions. J'insiste sur le fait que la fresque sera utilisée en format pilote au collège du département pour une séance avec le programme de la SVT du collège. Pour nous, c'est une avant-première parce que justement, aujourd'hui, on va parler du dérèglement climatique et de l'impact à l'environnement et à la santé. Et donc, les collégiens, ils sont partie prenante de ce programme et on va utiliser la fresque, donc on est ravis. Deuxième point, c'est on est conscient qu'un webinaire ne suffit pas pour donner la parole à tout le monde. Donc, si vous le souhaitez, on va commencer des podcasts, des interviews avec tout type d'acteurs sur le sport et le climat. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas sur ces chats de mettre votre volonté de participer à un podcast de 5 ou 10 minutes pour porter votre parole et votre engagement. C'est un peu le but de mobiliser le territoire autant qu'on peut. Et je fais la liaison maintenant avec mon collègue Michael Canu qui gère la partie sur tout terrain du pôle sport santé, qui depuis un an, c'est lui qui est sur le terrain pour l'organisation des ateliers, les ateliers passerelles. Ces ateliers sont organisés dans le territoire des Yvelines avec une forte augmentation de la demande de ces dispositifs.
Michael, je te passe la parole. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une activité qui est extrêmement importante pour nous parce que justement, là, on a parlé beaucoup de orientation, comment agir face à ces dérèglements climatiques, mais justement, Michael, il va arriver à la fin où il sera obligé de récupérer les personnes qui ont des difficultés. Donc, je te laisse la parole, Michael. Ouais. Alors bonjour à tous, donc moi Mickaël Lecagneux, donc agent de développement sport santé au comité départemental olympique. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du dispositif Prescriform, donc qui est le dispositif d'activité physique sur ordonnance en Île-de-France. D'accord? Donc en fait nous, le GDOS, on est un programme passerelle. Donc le programme passerelle au final il se situe entre les centres ressources et les associations sportives. Notre objectif à nous, c'est de créer ce lien. Donc alors au final, on récupère des personnes donc, qui sont en ALD, donc en affection de longue durée, mais qui sont aussi en hypertension, en obésité. Ces personnes, nous les récupérons donc, dans les ateliers sur des formats de 1 heure. Donc, à travers cette heure, on va leur faire découvrir différentes activités physiques. Donc, différentes activités physiques, donc ça peut être des sports de raquettes, des sports de balle. On peut aussi faire du renforcement musculaire. L'objectif pour nous, au final, c'est d'adapter notre prise en charge à la problématique donc, de la personne. Donc pour ça, avant, nous recevons les personnes donc, en individuel donc, sur un bilan. À travers ce bilan, on va leur faire des tests physiques et aussi on va leur faire un bilan motivationnel pour connaître du coup leur motivation et aussi leurs problématiques et pour qu'on puisse du coup y répondre à travers nos ateliers. Donc ces ateliers collectifs, au final, ils nous servent aussi pour comment dire, créer le lien social, d'accord? Donc, au final, on sait que la pathologie, souvent chronique, crée un isolement. La personne entre dans un cercle vicieux du je ne peux pas faire ou pense qu'elle ne peut pas faire, et cela entraîne aussi sur le déconditionnement physique. Donc, nous, à travers ces ateliers, nous voulons leur montrer qu'ils sont capables, et en fait, on essaie de leur redonner confiance en leurs capacités physiques comme mentales, et au final, de pouvoir recréer le lien avec d'autres personnes. Donc, ce sont des formats de 30 séances, d'accord? Parce que notre objectif, comme on le dit, c'est un programme passerelle. Donc, l'objectif, ce n'est pas de les garder avec nous. Nous créons le lien avec les associations sportives locales, donc formées en sport santé, pour qu'au final, lors de ces 30 séances, les personnes aient récupéré leurs conditions physiques et ensuite, nous les envoyons vers des associations sportives donc locales, mais qui conviennent à leur goût. Donc au final, notre objectif, c'est d'apporter on va dire, la bonne réponse, dans le sens où l'activité physique, tout le monde ne l'a pas forcément, donc certaines pathologies peuvent découler du fait d'un manque d'activité physique, mais il y a aussi donc du coup d'autres facteurs. Et nous essayons en fait de leur redonner ce goût à l'activité physique. Et on sait très bien que les obliger à aller faire, par exemple, du renforcement musculaire alors que ça ne les intéresse pas, on va les perdre derrière, donc après le dispositif. Donc, nous faisons aussi intervenir des associations sportives locales dans nos ateliers pour que du coup les adhérents aient une idée, créer un premier lien aussi avec l'association, ce qui fait qu'il n'y a pas cette part d'inconnu et derrière, il y a une facilité pour eux de ensuite se rediriger vers ces associations sportives. Donc du coup, les associations sportives, nous, au GDOS, nous formons aussi les éducateurs au sport santé, ce qui nous permet du coup d'avoir plus nous avons d'associations sportives formées en sport santé, plus nous pourrons intervenir d'une manière majoritaire sur l'ensemble du territoire. Et puis voilà, je pense que c'est bon en Oui, gros résumé. c'est un bon éventail, en fait, peut-être une synthèse de cette activité, en fait, qui est développée de plus en plus sur tout le territoire du département des Yvelines. Michael, on a combien de territoires, plusieurs collectivités? Ah bah oui, en soi, alors on est beaucoup plus développé entre guillemets, sur les QPV, c'était les premières politiques. Et là, maintenant, notre objectif, c'est d'aller dans le rural. Donc là, bientôt, on va ouvrir aussi d'autres ateliers.
Bon, après, c'est dans la limite du possible, hein, parce qu'en dehors de 2 agents APA, il y a aussi d'autres APA qui travaillent pour nous, n'est-ce pas, Michael? Qui Oui, sont oui, des c'est autres ça. entrepreneurs. Donc, c'est un long travail qui a démarré il y a 3 ans avec en liaison avec le territoire. Donc, du coup, pour clôturer ces webinaires, parce qu'on avait dit qu'il va tenir sur 1h30, j'ai dépassé quand même 7 minutes, avant de remercier tout le monde et vous donner rendez-vous à une prochaine séance. Alors, plus de sport, hein, plus de solutions d'accompagnement, des activités bas carbone, une collaboration avec tous les acteurs des territoires et une structuration en fait du mouvement sportif. C'est toutes ces solutions qui sont proposées par nos fédérations, que ce soit au niveau national, régional ou au niveau local. Merci au témoignage de nos sportifs. Merci à Xavier d'être présent avec nous jusqu'au bout. C'était une formidable opportunité pour nous de partager un peu dans 1h30 les différentes solutions d'accompagnement de clubs, des associations sportives et des organisateurs. Merci à Stéphane Schubert qui est parti, Pierre-Louis et à Mathias qui était présent avec nous, et à mes collègues bien sûr, hein, Alexis, Hippolyte et Michael, et l'équipe du comité olympique. Je vois Joël, il est connecté encore. Je vous donne rendez-vous en 2024. Hein. C'était la fin la fin de 2023. Et on pense justement démarrer avec ces podcasts. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour un témoignage de 5 à 10 minutes avec un enregistrement sur notre chaîne YouTube. À très bientôt et très bonne fin d'après-midi parce que vous n'avez pas mangé encore en plus. Merci. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci pour Au l'invitation. revoir. À bientôt. Merci Xavier. Au revoir. Et bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Avec Merci, beaucoup de au revoir. sobriété. Avec modération.